Du coup, je vais entamer du coup ce webinaire. Les nouveaux héritiers, on est ravis que vous soyez connectés avec nous ce matin. Merci beaucoup. Alors déjà peut-être démarrer ce webinaire par vous expliquer pourquoi on a voulu l'organiser. Pourquoi aussi on a choisi ce sujet, manager no coach no gain. Nous, notre position d'acteur du conseil en ressources humaines et de la formation nous amène au quotidien à écouter, à échanger, à observer et à lire des choses pour nourrir nos convictions et les convictions du coup qu'on défend. On remarque aussi qu'avec les nouvelles générations qui vont représenter en 2025, donc chiffre de l'INSEE, les 3/4 des salariés de l'entreprise, on voit que c'est effectivement des sujets sur lesquels il faut s'attarder, puisque c'est une génération qui veut rejoindre des entreprises qui sont performantes, qui sont engagés, éthiques et où le bien-être des collaborateurs est central. Et du coup, c'est effectivement des personnes, des collaborateurs qui ont besoin d'être écoutés et d'être vraiment partie prenante en fait du business, des décisions aussi, de faire partie des décisions de l'entreprise pour être embarqués dans un collectif et dans un projet collectif. Du coup, ce que propose l'entreprise, les questions auxquelles on va essayer de répondre et on va réfléchir ensemble ce matin. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à utiliser le chat vraiment pour nous poser toutes vos questions. Les questions qu'on va se poser ensemble, du coup, ce sont les suivantes. C'est quelle forme de gouvernance pour les entreprises aujourd'hui? Comment penser les relations? Comment mettre en place l'intelligence collective au sein de l'organisation? Comment piloter et travailler à distance et comment fidéliser ses talents, quel rôle on leur donne et surtout quel style pour le management, du coup, qui sera le cœur de notre sujet. Alors, pour démarrer, je vais pas faire durer plus le suspense, je vais présenter les personnes qui vont avoir le plaisir de partager leur vision aujourd'hui ce matin avec vous. Donc, on a le plaisir de partager cet échange avec Sonia Chérif, du coup, qui est formatrice coach. Voilà, bonjour Sonia. Ensuite, on a Véronique Soussan, qui est la fondatrice Les Nouveaux Héritiers. Bonjour Véronique. Bonjour Sarah. Et ensuite, donc Roman, qui est notre invité particulier ce matin, Roman Potoki, manager énergie et utility chez Wavestone. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Du coup, Véronique, je te laisse effectivement aussi la parole pour planter déjà au démarrage le contexte. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, en ce début de 21e siècle, nous vivons une période de transformation qui nécessite prise de recul, conviction, vision, et ceci pour permettre en fait la création de modèles innovants et opérants. Autrefois linéaire, notre monde est devenu VUCA, je dirais VICA en français. C'est un acronyme en fait qui décrit les transformations sociétales, économiques, technologiques et environnementales auxquelles toute entreprise est confrontée. Donc V comme volatile, I comme incertain, C comme complexe et A comme ambigu. La crise Covid est le parfait exemple justement d'une situation VUCA. Beaucoup de personnes se trouvent malmenées justement par cet environnement, par l'environnement VUCA. Les conséquences, c'est qu'on voit un sentiment d'insécurité, de l'anxiété, de la remise en question et des doutes. VUCA et le management traditionnel, qu'est-ce qui coince? Ce qui était des solutions, la planification, le conformisme, la centralisation du pouvoir, la maîtrise des risques, devient aujourd'hui le problème. Le monde VUCA déstabilise, il remet profondément en question les fondements du management traditionnel. Cependant, toute crise offre des opportunités. Donc, quel bénéfice pour les entreprises à s'adapter à cet environnement? Quel bénéfice à lancer un projet d'innovation managériale? Donc, en bénéfice, ce qu'on peut voir, c'est que ça nous permet en fait de challenger les habitudes, de renforcer l'agilité, d'être à l'aise avec le changement, de développer la confiance, de valoriser l'intelligence collective et de composer avec les paradoxes. Mais ceci, ça emmène aussi des changements d'attitude. Donc, les savoir-être d'aujourd'hui et de demain deviennent humilité, je dirais, confiance, audace, coopération, prise de recul, positivisme et adaptabilité.
le management vertical, pardon, d'autorité donc n'est plus. Et nous parlons de plus en plus, justement, on entend parler de plus en plus d'entreprises libérées. Manager aujourd'hui est donc devenu complexe. Le manager doit savoir s'adapter justement aux différentes formes d'évolution qui se présentent à lui. Il doit savoir répondre aux attentes de ses collaborateurs et de ses clients. Alors, quel management souhaitons-nous ? Merci beaucoup Véronique pour cette introduction. Du coup, peut-être Roman, ce qui serait intéressant, enfin, est-ce que toi, en termes de contexte, t'as des remarques à nous partager de ton point de vue à toi, de ton vécu ? Non, je trouve que c'est une introduction dans laquelle je me projette bien, et notamment sans aller jusqu'à entreprise libérée, je pense que les collaborateurs cherchent un peu plus d'horizontalité et cherchent une relation plus de proximité avec le management. Et donc c'est pas le management qui décide et des collaborateurs qui appliquent, mais c'est plutôt l'entreprise qui se mobilise ensemble. Et c'est en tout cas des choses que, alors soit à travers l'entreprise, soit moi personnellement, j'essaie de mettre en œuvre, c'est-à-dire impliquer les acteurs dans les décisions, leur expliquer pourquoi elles sont prises, dans quelle mesure on est sensible à l'ensemble des souhaits et des envies des collaborateurs, et donc dans quelle mesure l'entreprise finalement elle bouge avec eux et elle n'est pas juste là pour imposer des décisions qui seraient prises à haut niveau, quoi. Ok, merci beaucoup Roman. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer du coup à une partie un petit peu plus chiffres. Et donc, moi, je voulais vous partager des résultats d'études où effectivement, on remarque que 58% des managers sont en détresse psychologique et dont 72% des managers de managers, qui est une étude en fait de Opinionway et empreinte humaine qui date de 2020. Donc voilà. 2021, autant pour moi. Du coup, 4 managers sur 10 aujourd'hui se sent isolés et 50% des managers sont en difficulté avec le télétravail. On en parlait, Roman, quand on préparait le sujet, où effectivement tu me partageais que avec le Covid, le télétravail, effectivement, ça venait bousculer pas mal de choses. Oui, et d'autant plus que le manager, il a souvent un périmètre sur lequel il doit travailler, il doit délivrer lui aussi, et donc il est impacté comme tout le monde par le télétravail et les difficultés d'organisation que ça représente. Mais en plus, il doit aussi encadrer et superviser et suivre les personnes de qui il a la charge. Et donc ça l'oblige lui à mettre un investissement supplémentaire pour garder ce lien qui se détend en fait avec le télétravail. Et je pense par exemple à tous les petits signaux faibles qu'on a facilement au quotidien en étant en proximité avec ses collaborateurs. Là, on les a plus. Et donc finalement, il faut arriver, le manager doit faire un effort supplémentaire et être très attentif à ce lien et à cette proximité qu'il doit garder avec ses collaborateurs. Super, merci. Merci à toi pour le partage. Du coup, la part des arrêts de travail, pour terminer un petit peu du coup avec ces chiffres qui sont en train de défiler, la part des arrêts de travail, elle est plus importante du coup chez les managers que chez les non-managers. Donc là, illustre les chiffres qui sont en train de défiler, tout ce que j'ai pu vous dire sur les études qu'on a lues et qui sont effectivement des alertes et preuves en tout cas que il y a effectivement un sujet. À travers tous ces chiffres-là, nous on a voulu vous poser une question. Et du coup, là, je lance un petit quiz, normalement que vous devez tous voir. C'est effectivement de savoir si vous vous sentez concerné par ces chiffres-là. Donc, a priori, en live, je vois que 75% des répondants ce matin, 80%, vous vous sentez effectivement concerné. Le chiffre est en train d'augmenter. Peut-être, Roman, par rapport à ces chiffres, toi, quel est ton ressenti ? Je dirais que la difficulté souvent, c'est que le management en général et les managers sont des personnes un peu une articulation en quelque sorte de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est eux qui font en sorte que les rouages internes de l'entreprise et son fonctionnement, qui font en sorte que les collaborateurs s'épanouissent, délivrent leur mission comme il faut, qu'ils soient heureux au travail, etc. Et donc souvent, la pression de la réussite d'entreprise pèse
en bonne partie sur cette couche intermédiaire, on va dire. Et donc cette couche intermédiaire, elle, est obligée de prendre sur ses épaules les difficultés liées à la crise, liées aux pressions économiques, liées aux difficultés de télétravail, etc. Et de pas trop la faire ressentir aux collaborateurs, parce que c'est ça qu'on attend d'eux, quoi. Et donc finalement, ils sont un peu comprimés comme une enclume par des collaborateurs qui ont des nouveaux envies en dessous, par un management qui est aussi, enfin top management, qui pousse, et c'est normal, qui veut garder la direction de son entreprise. Et donc eux, ils ont un petit peu ce côté compressé. Et finalement, c'est pas toujours, alors je pense que ça dépend beaucoup des entreprises bien sûr, mais c'est pas toujours une population à laquelle on apporte le même niveau d'attention, on va dire, que des plus jeunes populations sur lesquelles on est très vigilant. Ok. Sonia, du coup, alors les résultats du quiz sont en train de se stabiliser. On a 72% des personnes qui se sentent concernées par les chiffres que j'ai pu citer. Qu'est-ce que toi, tu peux quel est ton ressenti par rapport au travail que tu fais au quotidien? Bien, je te confirme effectivement la tendance. Donc c'est aussi, alors non pas se rassurer les uns les autres, mais plutôt de prendre conscience que c'est un phénomène qui est là. Et surtout, on aura plaisir à envisager ensemble les solutions. Aujourd'hui, ce matin ensemble, comment on peut faire en sorte que ce chiffre, alors est-ce qu'il doit baisser fondamentalement? Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait une santé mentale aussi pour nos managers, il faut qu'on s'en occupe. Et moi, je suis ravie de démarrer cette année 2022 sous l'angle managérial. Donc oui, c'est une confirmation de tendance. Oui, il faut s'en préoccuper, mais il faut aussi se rassurer. Il y a aussi plein de dispositifs et un accompagnement pour que ce chiffre finalement ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Ok, merci beaucoup pour cette réaction. Du coup, Roman, Sonia, donc on comprend que avec toute cette première partie de webinaire, on comprend qu'il y a un contexte sociétal qui est en plein mouvement. Du coup, moi, la question que j'ai envie de vous poser, peut-être Véronique, tu pourras nous répondre, mais c'est du coup quel doit être le fil conducteur à garder justement en ligne de mire pour ces sujets managériaux? Je pense que de mon point de vue, le fil conducteur, c'est de garder en tête que ce qu'il est essentiel, c'est que c'est le bien-être en fait, et l'épanouissement, la responsabilité et l'autonomie de chacun. Je pense que c'est ça qu'on doit nourrir en fait quand on intervient. Je pense que les entreprises modernes qui centrées sur la recherche permanente de productivité perdent peu à peu ce qui faisait leur valeur ajoutée, l'humain. Comme tu le disais tout à l'heure, Sarah, effectivement, les nouvelles générations, et pas que, souhaitent rejoindre des entreprises qui mettent l'humain au centre des attentions. Et si, comme le disait Sonia tout à l'heure, si on veut effectivement faire bouger ces statistiques pour 2022, pour rendre effectivement les managers plus heureux, plus écoutés et moins en difficulté, nous déjà, en tant que dirigeants de PME, nous devons aussi faire évoluer nos paradigmes. C'est-à-dire que l'entreprise doit effectivement continuer de vouloir gagner de l'argent, mais pas au détriment de sa première richesse et de sa première valeur, qui est l'humain et son bien-être. Donc, moi, je propose qu'on prenne le problème à bras-le-corps et que nous nous engagions dans une refonte justement de la fonction managériale, que nous le fassions en co-construction, où chaque acteur sera partie prenante. Merci Véronique. Du coup, moi, je rebondis par rapport à ce que tu viens de nous partager. Sonia, toi, à travers aussi les programmes que tu mets en place, et l'accompagnement que tu as au quotidien, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le fait, pourquoi c'est important pour l'entreprise de chouchouter ses managers? Merci pour le terme chouchouter, parce que oui, il est temps de les chouchouter, nos managers. Alors, je refais le lien avec ce que disait Roman, notamment sur les rouages, redonner du lien. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux, ça fait beaucoup. Et la statistique, finalement, elle vient mesurer quelque chose qui s'est déjà produit. Donc, nous, on va travailler sur des effets, des conséquences, mais il faut qu'on se concentre sur les enjeux et les besoins. Il y a beaucoup de choses, je constate beaucoup de choses pour intervenir dans différents secteurs d'activité, toute taille d'entreprise, toute culture d'entreprise. Et je vous ai résumé l'importance de chouchouter nos managers autour de 4 enjeux. Alors, je passe bien évidemment à la première raison, qui est que ce sont des collaborateurs, des salariés de l'entreprise, et que si bien évidemment ils ressentent une difficulté, il faut qu'on les accompagne. Ça va de soi. Sur les 4 enjeux,
besoin, on va avoir d'abord l'intégration de la digitalisation. Alors vous allez me dire, on n'a rien inventé, la digitalisation est en marche depuis un moment, certes, mais comme vous l'avez bien expliqué en introduction, on vit une période qui est très particulière, avec l'intensification du recours au télétravail pour les métiers qui, bien évidemment, ils sont éligibles. Il ne faut pas oublier aussi certaines entreprises où il y a peu, voire pas de télétravail. Et cette digitalisation, eh bien, elle est arrivée massivement parfois dans certaines entreprises avec le contexte de la crise sanitaire. Et il n'est pas inné pour un manager de transformer le lien qu'il a au quotidien à travers les outils, à travers les plateformes. Alors bien sûr que la machine est au service de l'humain et qu'on gagne du temps et de l'énergie, mais parfois la façon de procéder peut être vécue pour les managers un peu brutale. Donc bien évidemment, quand on va mettre en place des outils, il y a un accompagnement managérial à faire. Et je fais le lien avec le deuxième point qui est l'organisation hybride. Qu'est-ce que je constate sur ces 2 dernières années notamment, avec l'arrivée massive du télétravail, c'est qu'il y a dans ce mode hybride parfois des managers qui ne sont pas au même stade que leurs collaborateurs en termes d'intégration, d'acceptation, de confort vis-à-vis des outils, de confort vis-à-vis du rythme hybride. Par exemple, alors je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ressentent ça et n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus. Je serais assez curieuse de connaître votre expérience sur le sujet. Mais la bascule notamment entre le retour au bureau ou le retour en télétravail n'est pas quelque chose d'inné pour le manager en termes d'accompagnement. Donc de plus en plus de demandes d'accompagnement autour de ce mode hybride. Comment je peux faire pour me sentir plus confortable, tout aussi bien organisé, recréer du collectif dans ces moments de bascule où les équipes, je les vois, je ne les vois pas. Je ne suis pas forcément tout le temps synchrone avec elles et surtout rester motivé. Parce que un point qui arrive là et dont on n'a pas encore parlé, c'est de garder ces leviers de motivation et ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on a choisi ce beau métier de manager. Donc digitalisation, le mode hybride dont on parle beaucoup et troisième point qui en découle, redonner du sens aux fonctions. Pourquoi c'est important plus qu'aujourd'hui de redonner du sens, puisque vous l'avez indiqué, et merci Véronique, merci Roman par rapport à votre partage précédemment, il y a aujourd'hui un besoin de retrouver un collectif, de redonner du sens, on en parlera tout à l'heure avec les valeurs notamment, de faire en sorte que ce collectif continue d'exister, quel que soit le rythme et l'organisation du travail, quelle que soit la période que l'on vit. Je fais un petit aparté sur notamment des pics épidémiques qu'on peut vivre en ce moment. On a des absences qui sont assez différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre. On n'a pas l'habitude des fois d'avoir 3, 4, 5 personnes absentes en même temps. Comment je fais quand elles reviennent pour recréer du lien et redonner du sens aux fonctions? Je voudrais aussi partager un point important que je rencontre de plus en plus en accompagnant les managers, c'est la confiance et la responsabilité. Il faut qu'on arrive à redonner du sens à cette fonction managériale qui n'a pas à être tout le temps dans le contrôle, mais qui parfois se retrouve bon an, mal an, impliqué à contrôler, peut-être superviser des activités, réorganiser les choses, et qui responsabilise aussi ses équipes. Et merci encore une fois, Roman, d'avoir bien remis le rôle du manager aujourd'hui en exergue. Parfois, ils vont se retrouver à tirer des équipes, être cette pierre angulaire avec les équipes, à les tirer à bras-le-corps. Eh bien, c'est un peu comme tout effort physique. Quand on tire, on se fait mal. Mais sur le plan psychologique, c'est pareil. Force de tirer des équipes, ça peut casser, ça peut créer des écarts. Donc, je vais redonner du sens à mes fonctions. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier de manager? Comment je peux en faire un allié de ce mode d'organisation? Comment je peux faire en sorte de mobiliser les équipes? On en rediscutera tout à l'heure, notamment sur la partie co-développement. Merci beaucoup Sonia. Du coup, pareil que tout à l'heure, on vous propose du coup de répondre au petit quiz qu'on vient de lancer. Donc effectivement, en tant que manager,
quel est votre premier besoin. Je vois qu'effectivement, dans le chat, Mickaël, vous nous dites que le point du sens est prioritaire. N'hésitez pas justement à voter sur ce qui vous paraît être le plus pertinent. En attendant que les résultats finissent, que vous continuez de voter, peut-être Roman, toi, est-ce que tu peux nous donner quel est ton avis sur cette question? Alors, je pense que c'est une question difficile parce qu'elle est quand même très personnelle. Ouais. Déjà, si je devais un peu généraliser, on va dire, je pense, et c'est un peu dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est une couche, une transmission entre le top management et les collaborateurs. Je pense que c'est d'arriver, donc que l'entreprise mette en place, à travers ses fonctions RH ou son top management, les outils et l'attention, les processus, etc., pour prendre en compte les difficultés potentielles de ces équipes de management. Et donc de mettre quelque part le même niveau d'attention et d'implication dans la gestion de ces équipes-là. Et donc je rejoins complètement un des commentaires que j'ai vu tout à l'heure. On écoute les collaborateurs, le manager écoute les collaborateurs, qui écoute le manager. Donc c'est un peu cette idée-là. Et donc je pense que ça passe par une prise de conscience déjà de l'entreprise et ensuite par des actions assez proches finalement de ce que les managers vont mettre en place avec leurs équipes, mais dédiées à cette couche-là en quelque sorte. Okay. Donc c'est des moments de discussion, des moyens d'agir, etc. Et après, moi, par exemple, un cas particulier qui peut concerner d'autres personnes, une de mes difficultés, ça peut être la gestion du temps dans le cadre des multiples arrêts, comme on parlait Sonia, du Covid, des enfants à garder, etc. Et donc, finalement, comment on aide les collaborateurs à mieux gérer cette gestion du temps? On nous donne des outils qui sont nous permettent une certaine souplesse dans la gestion de notre temps, en expliquant aux collaborateurs qu'il n'est pas censé ou il ne peut pas faire 100% de son travail et qu'on est tout à fait à l'aise avec ça. Je pense qu'il faut peut-être aller plus loin et l'accompagner aussi dans le discours pour expliquer ça à ses potentiels clients ou à ses potentiels partenaires, juste pour pas lui mettre la pression en lui disant ne t'inquiète pas, je t'en voudrais pas, mais bon, ça serait quand même bien qu'à la fin tu fasses le même travail que prévu. Et donc c'est tout bête, mais ça peut être des trucs et astuces sur la manière pour le collaborateur et pour le manager d'aller expliquer pourquoi il peut pas être à 100% et donc de dédramatiser finalement la situation. Ok, merci beaucoup Roman. Du coup, juste avant de vous laisser répondre aussi à cette question, Sonia et Véronique, le résultat du quiz, on a une égalité sur les deux réponses qui sont perfectionner mon mode de communication et développer mes compétences globales de manager pour maîtriser l'ensemble du périmètre, qui sont du coup les deux priorités a priori parmi celles qu'on a proposées qui ressortent. Du coup, je vous laisse Sonia et Véronique répondre vous aussi, selon vous, en fonction de votre prisme à vous, quels sont selon vous les besoins premiers en fait des managers. Alors, donc moi, j'aurais une vision justement un peu sur les besoins des managers, justement des managers aussi, qui sont aussi entre la pression externe globalement des clients et la pression des collaborateurs, qui sont leurs propres managers. Et je pense qu'effectivement, la communication est un outil important à maîtriser, aussi bien effectivement pour l'interne, pour justement mettre en place de la culture du feedback, la gestion des conflits, l'animation de différentes formes de réunions et de bien d'autres situations. Donc je pense que la communication est un outil quand même puissant. Et puis parce que on est aussi amené à intervenir en externe, à faire de la prise de parole, des pitchs. Donc voilà. Ensuite, je dirais que l'angle du leadership, je pense qu'aujourd'hui a une dimension importante parce que cette notion d'embarquer en fait ses clients internes comme ses clients externes, elle est vraiment importante dans cette période-là parce que c'est aussi important d'incarner la vision, d'incarner les valeurs, voilà. Donc cette partie du leadership, elle me semble intéressante. Et puis je dirais l'intelligence collective, c'est comment la mettre en place en fait et comment l'animer. Ok, Sonia, toi du coup, est-ce que j'ai coupé la parole à quelqu'un? Non, c'est bon. Ok, Sonia, est-ce que tu peux nous partager ce que tu observes justement?
Alors moi, je reviens tout le monde, donc je vais synthétiser aussi, puis faire un apport aussi par rapport au retour d'expérience. Donc je suis d'accord avec tout ce qui a été soulevé, et je vais même aller plus loin. C'est que je trouve super, il faut pointer du doigt le positif, qu'on ait dépassé aujourd'hui des besoins purement organisationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dépassé fort heureusement ce cap où nous étions dans l'urgence. Il fallait nous organiser, il fallait mettre des outils en place, il fallait apprendre à gérer des absences. Et là, se font ressentir des besoins managériaux du quotidien. Et parfois, quand on accompagne ces managers, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de nouveaux besoins aussi. Il suffit de travailler sur des besoins fondamentaux. Et c'est là où on prend plaisir. Et c'est là où je pense qu'il faut aussi avoir un regard positif. C'est qu'on est en train de reconstruire la refonte de la fonction managériale. C'est aussi reconstruire le monde de demain, reconstruire la fonction de demain. Et je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Par rapport à ce que j'observe en ce moment, on a dépassé le cap purement organisationnel. Comment je communique, comment je m'organise. Bien sûr que ça reste toujours le nerf de la guerre. Bien sûr que ça stresse toujours autant. Mais les questions primordiales vont au-delà de l'organisation aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Super. Alors, ensuite, du coup, est-ce que justement on peut, tu peux nous transmettre les solutions qui s'offrent à nous, en fait? Bien sûr. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué la notion de valeur, de redonner du sens, et j'ai vu aussi quelques réactions. Merci au public aussi. Redonner du sens, c'est important. Incarner les valeurs, c'est important. C'est pour ça que je démarre par ce point, puisqu'il faut aujourd'hui prendre conscience que le manager est au cœur d'une équipe avec différentes personnalités, différentes ambitions et différentes valeurs. Et le squelette, la colonne vertébrale d'une équipe, c'est la valeur. Et aujourd'hui, quand on accompagne les managers, on commence par travailler sur ce sujet. Parce que croyez-moi, il y a de plus en plus de managers qui se sentent pas forcément en alignement avec les valeurs de leur équipe, ou les valeurs du monde, ou les valeurs de l'entreprise. Et la statistique, notamment qu'on a partagée en début de webinaire, reflète ce constat. Donc, si on veut arriver à les accompagner, à faire en sorte qu'ils soient plus confort, il faut qu'on travaille sur les valeurs. Alors, c'est la colonne vertébrale de l'équipe. Est-ce qu'on peut réunir tout le monde autour des mêmes valeurs? C'est un beau challenge. Mais il y a aussi une deuxième chose que j'aimerais partager, c'est la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, vous allez avoir des équipes très différentes, avec des valeurs différentes. Et nous observons aussi de nouveaux comportements, une nouvelle relation au travail qui vient, j'ai envie de dire, pimenter un peu l'activité du manager, puisque avant, il avait à gérer l'adhésion des collaborateurs à des valeurs communes. Aujourd'hui, il doit à la fois gérer le changement de comportement, les changements de besoins, mais aussi parfois les changements de valeurs. Valeurs, ambition, il faut aussi pouvoir travailler sur ce sujet. On a beaucoup parlé de gérer les difficultés, recréer du lien, gérer les absences, gérer ce mode hybride, mais il faut aussi se dire qu'il y a un quotidien, il y a aussi une ambition, il y a aussi une mesure de la performance, on en a parlé dans l'introduction. Et un des besoins fondamentaux aujourd'hui du manager, c'est comment je fais pour continuer à accompagner, encourager et mesurer la performance au quotidien. Ceci nous amène donc au deuxième point, qui est l'apport du co-développement. Aujourd'hui, lorsqu'on accompagne des équipes, un groupe de managers, nous allons, alors quel que soit le métier, qu'ils soient en proximité ou manager de managers, nous allons beaucoup mobiliser cette intelligence collective, donc ces savoirs dans l'équipe, cette synergie de compétences, parce que nous constatons que le mode de formation pur où je descends des outils, je donne aux managers une boîte à outils et des méthodes, ne fonctionne plus forcément tout le temps. Pourquoi je dis ça? Je voudrais saluer, remercier et encourager les managers du quotidien qui ont improvisé, développé de bonnes pratiques, sans forcément accompagnement, sans coaching, qui ont aussi insufflé la positive attitude. On va y arriver, on va trouver des solutions. Parce que lorsqu'on récupère un groupe de managers à accompagner, il faut bien comprendre qu'il y a de bonnes pratiques qui ont déjà été instaurées. Le co-développement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est faire confiance aux équipes, c'est les faire travailler en mode atelier pour qu'ils réunissent leur potentiel et leur savoir et qu'ils adaptent leurs bonnes pratiques et qu'ils trouvent aussi les solutions à leurs problèmes. Autrement dit,
notre expertise ne suffit plus. Il faut pouvoir explorer le talent du manager. Et moi, j'y crois beaucoup. Et enfin, dernier point rapidement, le suivi des équipes. Bien évidemment que c'est important d'avoir cette posture coach, de les accompagner et de pouvoir les suivre. Ça, on aura, je pense, le temps aussi de bien le développer à un autre moment. J'en dis pas plus. Merci beaucoup, Sonia. Est-ce que justement pour faire la transition avec notre dernière partie, est-ce que tous ces éléments valent pour l'ensemble des managers, tout ce que tu viens de nous exprimer, et sur tout métier, ou est-ce que selon toi il y a quand même des spécificités qui du coup vont faire que les solutions seront pas forcément les mêmes? Alors oui, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que notre rôle aussi va être important, puisqu'on va devoir comprendre dans quel contexte nous arrivons, qu'est-ce qui s'est passé, l'historique, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui a été fait. Et dans chaque organisation, il va y avoir un historique différent. Et ce message, il est important parce que bien souvent, on pense que tout le monde vit la même chose, au même degré, selon, je dirais, un peu un baromètre social, une ambiance un peu errante. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que chaque organisation va avoir des besoins différents. Déjà, premier point, et là, je fais un petit clin d'œil aux personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des personnes qui travaillent dans des organisations où il y a peu de télétravail, où il y a peu d'impact, où il y a une continuité de service, notamment ces 2 dernières années. Et il y a des organisations où il y a un peu plus de télétravail, il y a des métiers différents. Donc oui, l'approche est personnalisée, elle est différente. Et c'est justement parce que nous allons bien comprendre leurs besoins et bien entrer dans leurs spécificités que nous allons encore mieux répondre à leurs attentes. D'accord. Merci Sonia. Si tu me permets, je te coupe oui, Romain, bien de sûr. rebondir sur un point que je trouve intéressant, c'est la question des valeurs. Et alors le but pour moi, c'est pas faire de la promotion de l'entreprise dans laquelle je travaille, mais je trouve qu'elle a entre autres réussi au moins cette partie-là, c'est-à-dire d'avoir des grandes valeurs communes qui sont presque transparentes en fait, qui sont diffuses dans l'entreprise et qu'elle fait en sorte d'animer régulièrement. Et ça peut être de la bienveillance, ça peut être un très fort axe, effort sur le travail d'équipe par exemple ou la co-construction, tout en laissant une certaine marge de manœuvre en fait aux gens pour être eux-mêmes, c'est-à-dire à prendre des décisions qui sont peut-être pas exactement ce que l'entreprise aurait décidé. Et donc par exemple, ça rejoint pour moi le courage managérial et donc le fait de laisser le manager un peu libre en quelque sorte, en tout cas tant qu'il respecte un grand cadre, il peut ensuite lui prendre des décisions qui sont peut-être pas préécrites et sur lesquelles il se dit bah ça au regard du cadre qu'on m'a donné, moi je pense que cette décision dans ce cas particulier c'est la bonne. Et donc une entreprise qui rend possible le coup d'arrage managérial, pour moi elle réussit déjà une bonne première étape. Merci beaucoup Romain pour ton retour. Du coup, on vous pose une autre question qui est comment vivez-vous le mode hybride? Enfin, est-ce que vous le vivez comme une difficulté? Donc, on vous laisse voter. Il vient de s'afficher. En attendant peut-être les résultats qui, bon, a priori, semblent être assez égalitaire, donc on va vous donner les résultats après. J'attends que tout le monde vote. Peut-être Sonia, tu peux démarrer sur le mode hybride et je vous partage le résultat tout de suite après. Bien sûr, avec plaisir. Alors, le mode hybride, déjà quelques précisions. On place souvent sur le curseur, sur la frise historique, le mode hybride avec l'arrivée de la crise sanitaire. Or, déjà, c'est une fausse croyance. Il faut bien comprendre que le travail hybride, notamment le rythme présentiel-distanciel, existait déjà avant. Je pense que beaucoup le savent, mais est-ce que vous l'avez vécu de la même façon, d'où l'intérêt du quiz, là, ces 2 dernières années, qu'avant? Et il est là l'enjeu managérial, parce que avant, je devais gérer quelques personnes en télétravail. J'avais quelques exceptions. Et de vous à moi, par retour d'expérience, c'était souvent des cas très particuliers, par exemple des raisons de santé, ou des déménagements, ou des fonctions très spécifiques. Donc, ce n'était pas une grande tendance générale, on va dire, tout secteur d'activité confondu. Je rappelle que l'ordonnance Macron de septembre 2017 met un peu les choses au clair sur le mode d'organisation télétravail. Et depuis 2017, sur les tables des RH notamment et des dirigeants, la question du télétravail se pose. Donc, une arrivée massive du mode hybride, et on se pose la question de la place du manager dans ce mode. Est-ce que les rôles sont les mêmes? Est-ce que les attentes, les enjeux, les ambitions sont les mêmes? Est-ce que les moyens vont être les mêmes, etc.
Et le problème, c'est qu'on se pose ces questions au moment où on gère l'urgence. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous, parce qu'il y a encore une fois un ensemble de solutions qu'il faut qu'on puisse explorer. Et ce qu'on remarque, et je finis toujours par cette note positive, c'est que le mode hybride, il a été complètement absorbé, les managers se sont appropriés. Et aujourd'hui, je constate dans nos séances de travail de bonnes initiatives, de bonnes réflexions. On en est quand même au stade aujourd'hui où on ne se demande plus comment on organise le travail, on se demande comment on va en faire un allié. J'en dis pas plus parce qu'après, je ne veux pas non plus spoiler les résultats. Je ne sais pas si tu as reçu ou pas. Et c'est parfait du coup pour que je puisse juste me permettre de donner les résultats du quiz, parce que du coup, ce que tu viens de dire illustre plutôt bien, parce qu'en fait, vous êtes... Alors, je ne sais pas s'il faut dire seulement ou pas, mais en tout cas, c'est quand même très, très égalitaire. C'est-à-dire qu'il y a 52% des personnes qui le vivent comme une difficulté et vous êtes 47% du coup à avoir répondu non à cette question. Donc, on voit que ce que tu dis, Sonia, effectivement, se ressent aussi à travers vous qui nous écoutez aujourd'hui. Du coup, écoute, Sonia, je te propose de pouvoir continuer de nous expliquer un petit peu justement la suite. Hop. Allez, on est parti. Alors, premier enjeu, piloter dans un environnement hybride. Alors, je trouve ça très intéressant qu'on ait du presque 50-50, que ça soit un peu égalitaire, parce qu'effectivement, l'angle de la question, c'est est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que notre travail consiste à faire en sorte que 100% répondent non? Notre travail, dans un premier temps, consiste à comprendre en quoi c'est une difficulté pour le manager. Il y a la notion de pilotage des équipes. Ce n'est pas inné d'avoir 3 personnes au travail pendant que moi je suis à la maison et que 2 sont absents. C'est pas quelque chose d'inné quand je le vis tous les jours, quotidiennement. Ça peut m'arriver en tant que manager. Peut-être d'ailleurs, et ça m'intéresse, dans notre public, on a des personnes qui ont déjà expérimenté ça, soit parce qu'elles travaillent dans des environnements internationaux, soit parce que elles sont sur des métiers où on travaille beaucoup en satellite, en télétravail. Mais le pilotage des équipes, ce n'est pas quelque chose de facile. Premier enjeu, première chose que je vous conseille, premier point à étudier, c'est la capacité du manager à animer, à piloter une équipe à distance. Le premier point qui revient régulièrement, c'est l'animation des équipes. Exemple, Sonia, aidez-nous à animer une réunion à distance. Ça fait 2 ans que j'anime, ou 5 ans, pour ceux qui ont commencé plus tôt. J'anime des réunions et je me rends bien compte que le format n'est pas bon, les messages ne sont pas bien travaillés, je n'ai pas d'adhésion, ou alors le sujet du moment, c'est j'ai très peu de caméras allumées en visio. C'est du mal à faire adhérer le public. Donc tous ces enjeux-là, on les travaille en séance. Pour moi, c'est la priorité sur le pilotage des équipes. Et après, bien évidemment, vous allez avoir le quotidien, comment je fédère, comment je crée du lien, ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc la prise de parole, l'animation des équipes au quotidien, le pilotage. Deuxième point important, et on l'a un petit peu évoqué en première partie, la communication managériale aujourd'hui. Alors, il y a des coachés, des participants en formation qui me disent « Sonia, pour moi, la communication managériale aujourd'hui, elle est compliquée parce que je ne sais pas quel canal utiliser. » Vous allez voir, je vais parler de fondamentaux. Beaucoup de personnes, beaucoup de managers, sans complexe, sont créés aussi une relation de confiance, me demandent quel canal je peux utiliser. Par exemple, je me rends compte que les appeler, ça ne va pas. Il vaut mieux leur envoyer un petit Teams ou un message sur la messagerie interne. Ou alors, je fais des mails, mais des fois, je les appelle, ça ne va pas. Je ne me sens pas à l'aise dans cette nouvelle communication managériale. Eh bien, le point le plus important, ce que je vous conseille d'étudier en priorité, c'est votre style de communication managériale. Il faut que ça vous ressemble. Et l'outil est là pour vous aider, il n'est pas là pour complexifier les rapports. Et là, il y a un deuxième travail à faire, à mon sens. Dans communication managériale, c'est encore une fois travailler sur la notion de confiance, faire confiance à ses équipes. Et pour ceux qui ont des petits symptômes de contrôlite aigu, d'hyper-contrôle, rassurez-vous, ça arrive à tout le monde en ce moment, c'est normal et on l'accompagne, ce phénomène. Donc, comment je vais communiquer? D'abord, le pilotage, l'animation et ensuite, comment je communique? Comment je trouve mes marques, mon style de communication quand parfois aussi je peux me retrouver dans une situation où je rejette l'outil. Troisième conseil, tester la posture coach. Alors, le coaching, tout le monde en parle. Pour faire court, qu'est-ce que c'est la posture coach? Au quotidien, vous accompagnez vos équipes avec une posture principalement d'expert, d'accompagnant au quotidien, que vous soyez manager de proximité ou manager de manager. La posture coach, c'est dire à la personne que vous accompagnez,
contrairement au consultant, à l'expert, que vous n'avez pas la réponse, mais que vous allez aider la personne à trouver les clés. Cette posture, elle est de plus en plus nécessaire dans les entreprises et cela nécessite que vous soyez pas dans l'hyper-contrôle, vous fassiez confiance à vos équipes, vous soyez au top au niveau énergie et que vous ayez conscience de la valeur ajoutée de cette posture coach. Dans la nouvelle organisation du travail qui est en train de se mettre en place, la confiance et la posture coach est plus que nécessaire. Du coup, sur les nouvelles formes de coopération, est-ce que vous voulez réagir, Roman, Véronique, par rapport à ça? Sonia, est-ce que tu veux? Je veux bien réagir. C'est un peu par rapport à ce qui vient d'être dit et un peu aussi par rapport à une des questions là sur la génération Y, sur le fait donc de trouver du sens au travail. Moi je trouve que alors sans parler de génération, c'est vrai que c'est un peu plus vrai chez les jeunes, mais c'est un peu généralisé. Les gens cherchent plus quand même de sens et de comprendre ce qu'ils font et quel est l'impact, est-ce que c'est bénéfique, etc. Moi j'ai par exemple un collaborateur qui a été très impliqué sur un projet, qui a eu des très bons retours de son client, mais qui a fait pas une dépression, mais qui a été très perturbé quand il a appris que son ancien projet du qualité des sorties avait été arrêté pour des questions de crise et de Covid, et il s'est dit mais finalement tout ce que j'ai fait a été mis à la poubelle. Et donc je trouve en effet que globalement le télétravail, la distance, etc. rend encore plus difficile le fait de donner du sens, parce qu'on n'est pas là pour au quotidien expliquer à ses collaborateurs et à les gens avec qui on travaille pourquoi on le fait, en quoi ça aide, etc. Et donc je pense qu'une des actions, c'est d'être très vigilant à ça, et donc dans ces réunions, de pas simplement foncer sur voilà ce qu'il faut qu'on déroule pour arriver à notre fin, mais surtout pourquoi on le fait, et pourquoi j'ai besoin de toi collaborateur, et pourquoi toi tu as un rôle finalement à jouer, et voilà l'impact que tu vas avoir dans le travail qu'on va mener ensemble, quoi. D'ailleurs qu'on le mène ensemble ou pas, il peut le faire seul, mais en tout cas remettre en perspective le pourquoi de l'action et pas juste le comment, et donc pas juste l'outil et pas juste la finalité, quoi. Ok. Je pense, moi j'ajouterais une observation en fait, c'est que c'est l'équilibre des choses. Je pense que ce qui est important, bon, on a été effectivement tous, même si, comme le disait Sonia tout à l'heure, le télétravail a été bien sûr n'est pas une nouveauté de 2020. Pour autant, 2020 nous a précipité dans une brutalité de sa mise en place et dans un mode c'est tout ou rien. Et en fait, ça nous a, je pense, permis de gagner du temps, parce que ce qu'on observe aussi, c'est que il est encore plus difficile d'engager les collaborateurs et l'entreprise quand on en est effectivement éloigné, et on perd un peu, je dirais aussi, le sens même de l'acteur de l'entreprise, en fait. À quoi va servir l'entreprise si tout le monde est aussi à l'extérieur? Donc je pense que, et puis on n'a pas les mêmes relations aussi avec ses clients. Donc puis sans compter que la technique, il y a parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins bien. Donc du coup ça crée pas de la fluidité dans les relations, et surtout l'impact humain en fait est quand même nettement moins fort. Donc je pense que ce qui est important aussi, c'est de réfléchir à quel type de choses je peux effectivement faire en distanciel, mais en revanche, qu'est-ce que je dois préserver dans cette relation humaine, dans ce contact qui est tout juste fondamental aussi pour engager et pour, comme le disait Roman aussi tout à l'heure, pour donner le sens en fait. À distance, on a moins cette notion de sens. Donc je pense que il est aussi important de prendre conscience que il faut aussi observer, essayer. Alors en ce moment, la période ne nous l'autorise pas, bien sûr, mais en tous les cas, ça nous aura permis de tester ce full à distance et d'essayer de retrouver effectivement une forme d'équilibre, je dirais, dans ces deux formes de travail pour garder la cohésion et l'engagement. Et du coup, Véronique, parfait. Merci pour ton partage. Moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement te questionner par rapport à ce que tu as pu, ce qu'on a pu vivre chez les nouveaux héritiers aussi, mais en prenant peut-être un peu de hauteur, la méthodologie dans l'accompagnement du coup des managers a son sens. Toi, comment tu as organisé les choses et quel est ton retour d'expérience? Alors, au moment effectivement, au moment en pleine crise Covid, il nous a fallu quand même un peu de temps, hein, nous aussi, hein, on a été un peu effectivement déstabilisés dans nos fonctions.
Mais après, effectivement, alors c'est au-delà, c'est dans le contexte actuel plutôt de transformation des organisations. On se rend compte en fait que développer de la culture apprenante et développer les compétences de ses collaborateurs, c'est quelque chose qui est aujourd'hui tout juste fondamental, et c'est fondamental de le faire non pas dans des actions isolées, c'est-à-dire on fait un jour, 2 jours, voilà, et puis on a fait ce qu'on avait à faire, mais plutôt de le mettre comme une action plutôt en continu. Donc nous, au niveau des managers, pour rester concentré sur les managers, ce qu'on a fait chez les nouveaux héritiers, c'est que déjà on a construit des parcours d'accompagnement avant même en fait que la personne soit nommée manager. Donc c'est-à-dire qu'on identifie les potentialités en fait, si vous voulez, de personnes qui peuvent être effectivement ou qui ont envie aussi d'être manager, et en amont de leur prise de poste, effectivement, on les accompagne, on les forme. Et on utilise en termes de méthodos plutôt des choses qui sont quand même aussi relativement dynamiques, avec des exercices, mais qui partent aussi d'une connaissance de soi-même et de son style de communication. Voilà, donc en fait, on a créé des parcours avant la prise de poste, et ensuite on a un système d'accompagnement à la prise de poste, et qui est un mélange en fait, à la fois de tests psychologiques de communication. Nous, on utilise l'outil ProcessCom, un mélange effectivement d'ateliers, d'échanges de pratiques, d'exercices, de partage de difficultés et de partage de réussites, et puis un accompagnement effectivement de suivi post-formation qui se fait plutôt online avec l'expert, et aussi des séances en fait d'accompagnement de coaching, mais cette fois individuelle. Merci beaucoup Véronique. Sonia, peut-être, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur la partie méthodologie justement et oui, sur Azure? C'est une partie, merci de l'avoir intégrée, puisque c'est le cœur un petit peu de l'accompagnement du manager aujourd'hui, c'est de prendre en considération le rythme à la fois biologique et le rythme social aussi auquel on vit. Et l'accompagnement du manager ne va pas se faire en 2 jours de formation. Il y a un point de démarrage qui, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, commence même avant la formation, qui est l'audit, qui est le questionnement, qui est explorer la situation. La formation, c'est une partie de l'accompagnement, le coaching aussi d'ailleurs. Il y a derrière une démarche de mettre en place un parcours spécifique, alors qu'on dit sur mesure, bien sûr avec un tronc commun et un programme, mais l'idée c'est aussi de prendre en compte les valeurs de l'entreprise, les valeurs des managers aussi, pour que ces personnes adhèrent bien à ce programme, et embarquent aussi, adhèrent. Mon retour d'expérience, si je peux me le permettre, c'est que le succès d'un accompagnement repose sur le fait qu'on embarque les participants qui se sentent concernés. Il ne suffit pas de les inscrire à des formations management et se dire voilà, c'est bon, c'est fait, ils ont maintenant la boîte à outils. Il y a un rythme. Il faut que j'ai le temps de mettre en place les choses. Il faut que j'ai le temps de tester. Merci Véronique d'avoir aussi rebondi sur ce point. Il faut tester. Il y a des choses qui arrivent massivement. On est un peu dans le apprendre en testant. Et deuxième point aussi, d'un point de vue pédagogique, c'est important que le manager puisse être accompagné, puisse être suivi. Et j'insiste bien sur suivi individualisé, puisque chaque manager va vivre la situation sous un angle différent. En témoigne la statistique. Moi, dans mes groupes, j'ai des personnes qui me disent pas une difficulté, et j'en ai qui me répondent juste à côté, dramatique, compliqué pour moi. Donc, comment je fais pour bien accompagner, bien individualiser? Pour moi, c'est l'enjeu le plus important. Merci beaucoup. Sonia, est-ce que peut-être Romain, Véronique, vous voulez rebondir sur ces points-là? Oui, j'aurais aimé juste donner un exemple notamment de ce qui est lié plutôt à la confiance et à la coopération en fait, ou plutôt pour coopérer il faut faire confiance et prendre des risques, et je pense que l'entreprise elle peut aussi être amenée à faire
plus confiance à ses collaborateurs ou plus confiance aussi à elle-même et à se tester mutuellement. Et je prends l'exemple d'une collaboratrice qui est partie à Bordeaux et avec qui, pour la première fois, j'ai et l'entreprise, on a testé un mode de travail un peu hybride avec un parcours différent des autres collaborateurs, c'est-à-dire une façon de l'encadrer, un rythme de travail aussi qui va être différent, une présence à Paris, puisque nos locaux sont à Paris, qui est adapté à son cas particulier. Et en lui disant bien, attention, c'est quelque chose qu'on va tester, peut-être que ça marchera pas pour nous, peut-être que ça marchera pas pour toi d'ailleurs, mais testons-le et voyons si ça marche. Et en fait, la démarche elle-même a été très très appréciée. Et donc je sais pas si dans 6 mois ou un an, ce sera positif ou négatif, à l'extrême, presque peu importe. En tout cas, l'entreprise comme le collaborateur a pris un risque de tester une façon de faire qui n'était pas écrite sur le papier il y a encore 3 mois, quoi. Et donc qui est complètement nouvelle pour l'un comme pour l'autre. Merci beaucoup, Roman. N'hésitez pas, du coup, à... Je compléterai simplement, oui, pardon, Sarah, je compléterai, c'est que il est quand même malgré tout, je veux dire, c'est vrai qu'accompagner des collaborateurs, c'est aussi un investissement financier pour les entreprises. Il y a des choix, il y a des arbitrages budgétaires aussi à faire. Et je pense qu'une formation, elle doit être aussi, si vous voulez, développer des compétences. Et quand on fait effectivement des formations externalisées, on doit avoir en tête quand même le sens aussi du résultat. Mais bien évidemment que la culture du test and learn, elle est de toute manière bien évidemment fondamentale, surtout dans l'environnement dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'environnement incertain dans lequel nous sommes tous. Mais je pense qu'il faut aussi être assez apporter des solutions qui soient aussi des solutions pragmatiques et garder le concret, travailler sur des exercices et voilà, et garder quand même une notion où il faut que ça apporte quand même quelque chose et que ça aide vraiment le collaborateur. Merci beaucoup, Véronique. Du coup, Sonia, peut-être je te laisse présenter aux personnes qui nous écoutent ce qu'on a voulu leur proposer aussi à la fin de ce webinaire. Et n'hésitez pas, j'en profite juste, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va se garder quelques petites minutes à la fin pour répondre à vos questions. Celles pour lesquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, on vous répondra en privé à la suite. Mais n'hésitez pas en attendant du coup que Sonia nous explique tout ça à poser vos questions. Super, merci Sarah. Alors, premier point, c'est déjà de comprendre ce dont vous avez besoin. Alors, vous allez me dire, ça c'est le démarrage, mais on va aller encore plus loin que de comprendre votre besoin. On va aller chercher chaque besoin dans le détail, de bien comprendre, de bien approfondir, de bien intégrer votre historique, parce qu'on vit des historiques qui sont complètement différents. On a parlé de personnalisation, on a parlé de sur-mesure. Bien sûr qu'il y a un tronc commun, bien sûr qu'il y a un programme, mais encore une fois, par expérience, chaque manager va se situer à des endroits différents de la frise historique. Donc, si vous les mettez tous dans le même programme, ils ne vont pas avancer à la même allure. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est impossible de créer du tronc commun? Pas du tout. On peut tout à fait les embarquer sur des troncs communs, mais on est en capacité aussi, grâce à nos multicasquettes, formation, conseil et aussi posture coach, de voir les choses à 360 degrés. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien, et j'aimerais vous partager, parce qu'il faut aussi voir le côté positif, c'est que quand on adapte le format sur mesure pour certaines personnes, certains managers, on obtient des résultats qui sont beaucoup plus importants. Et si je fais le lien avec le ROI et l'importance aussi en tant que dirigeant, d'investir dans un programme, le coût n'augmente pas et la mobilisation dans le temps et l'énergie n'est pas supplémentaire. C'est juste qu'on adapte une bonne fois pour toutes le bon format et la bonne méthodologie. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que plutôt parfois que d'inscrire 8 personnes à une formation, eh bien, nous, on est en capacité de vous dire, on vous suggère pour cette personne et cette personne un parcours avec un tronc commun, mais aussi peut-être, d'après ce besoin personnalisé qu'on a détecté, une méthodologie différente. C'est ce qu'on appelle le sur-mesure. Troisième point fondamental, c'est que vous vous sentiez soutenu et accompagné. C'est-à-dire que notre démarche, donc comme on l'a expliqué, s'étale dans le temps, et ce temps, c'est nous qui le fixons, selon notre ressenti, selon votre organisation. Et une fois qu'on sent que le manager est complètement autonome et intégré, on sait qu'on est arrivé au bout du parcours. Mais c'est important qu'on vous soutienne aussi, vous, toute partie prenante, qu'on vous écoute et qu'on puisse être en capacité de vous apporter des solutions qui correspondent bien au contexte du moment. On a parlé de VUCA, tout change.
on le vit encore plus en ce moment, ça va très vite. Donc, notre méthodologie, c'est aussi de vous rassurer sur un tronc commun, de vous faire partager nos différentes postures, mais c'est aussi de vous accompagner au-delà d'un parcours. Et ça nous tient vraiment à cœur. Et c'est ce que je voulais partager et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, Sonia. Alors, si vous êtes d'accord, Véronique, Roman, Sonia, je vais commencer à vous poser les questions qu'on a pu avoir tout au long de ce webinaire pour qu'on puisse y répondre. On a Paul qui nous pose la question, que penser des entreprises sans manager? Donc, l'holacratie, le nouveau modèle d'organisation. Peut-être, Roman, si toi, tu as un avis sur ça, et puis ensuite je vous laisserai rebondir, Véronique et Sonia. Pour être transparent, c'est quelque chose que je connais assez peu. Je l'ai surtout vu ou je m'étais renseigné sur plutôt des petites structures. Et ce que j'en ai retenu, enfin un des points clés peut-être pour répondre à la question, c'est que ça dépend beaucoup de l'entreprise au sens que c'est quelque chose quasiment qui doit être dans l'ADN au démarrage. Et donc c'est quelque chose sur lequel moi je peux croire sur une structure qui se crée comme ça et donc qui fondamentalement embarque ses collaborateurs autour de cette manière de faire et donc qui sont, pardonnez-moi l'expression, mais qui sont câblés comme ça dès le départ. Je suis plus sceptique sur la capacité d'une entreprise lambda existante depuis 5, 10, 30 ans à se transformer vers ce mode de fonctionnement parce qu'elle est vraiment, c'est plus que structurel, quoi. C'est vraiment, on change les piliers et le mode de fonctionnement complet. Et donc, je pense que ça peut avoir un intérêt sur les structures qui se créent, moins peut-être sur une structure existante. Merci beaucoup, Roman. Très rapidement, du coup, pour qu'on puisse avoir le temps de répondre aux autres questions, Véronique, Sonia. Je peux que dire que je suis d'accord. Moi, je pense qu'on a quand même. Je pense que le rôle de manager, il est quand même, il est important parce qu'on a besoin. Une entreprise, elle a quand même besoin aussi, je dirais, de leaders. Pour autant, je pense que développer effectivement les groupes de projets, les réflexions collectives, voilà, c'est quand même aussi des choses qui peuvent s'initier en entreprise sans aller effectivement brutalement sur le modèle de l'holocratie, mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut, si vous voulez, on peut créer des comités de direction junior, des comités d'innovation qui font partie en fait d'une nouvelle façon, d'une nouvelle gouvernance. Je pense qu'il y a des choses effectivement à réfléchir, à orchestrer, mais je pense que les managers, ça reste une fonction importante aujourd'hui dans l'organisation. Merci Véronique. On a une autre question qui a été un peu reprise. On parlait tout à l'heure, enfin vous parliez tout à l'heure de l'importance du sens, notamment pour les nouvelles générations, mais pas que, du sens en fait qu'ils ont au quotidien. Est-ce que vous pensez du coup que les managers ont un rôle essentiel dans la quête de ce sens, c'est-à-dire que c'est aussi à eux, au-delà de l'entreprise et de la direction, mais vraiment aux managers de transmettre en fait le sens des missions et de la raison d'être de l'entreprise à leurs équipes. Je vous laisse prendre la parole. Moi, effectivement, ils ont un rôle qui est important, mais c'est aussi pour ça que je dirais que leurs managers à eux, c'est-à-dire les membres de la direction d'une entreprise, doivent aussi les embarquer dans cette aventure collective. Il faut que eux-mêmes, on leur ait donné les moyens de pouvoir justement le faire. Mais oui, ça fait partie justement, et c'est pour ça que je parlais un peu de leadership, c'est-à-dire que il est important d'avoir effectivement des managers qui aient cette capacité de prendre du recul pour justement donner le sens et en même temps transmettre un enthousiasme fédéré autour de valeurs qui sont effectivement structurantes et de montrer comment chaque activité participe en fait au sens commun. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je pense aussi que oui. il faut que le manager soit vigilant à rester lui-même et à rester transparent ou comment dire, ne pas créer une sorte de barrière ou de langue de bois vis-à-vis de ses collaborateurs. Il y a des collaborateurs pour qui le sens n'est plus dans l'entreprise. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un collaborateur que d'avoir en face de lui quelqu'un qui récite ce qu'on lui a dit et qu'il fallait dire. Et donc, qui va essayer à tout prix de rattacher un collaborateur par par tous les bouts de ficelle qu'il va trouver. Je dis pas qu'il faut pousser les collaborateurs dehors, au contraire. Par contre, je dis qu'il faut que le manager soit
transparent et clair et qui puisse avoir une discussion libre avec un collaborateur pour voir si jamais ça ne marche plus. Et dans ces cas-là, ne pas essayer à tout prix quelque chose qui ne marchera pas. Merci beaucoup. Roman, je pose juste une question et je pense que Sonia, peut-être que tu pourrais y répondre de manière très concrète. Alors il nous reste 1 minute, mais l'idée c'est de savoir si on a des outils ou des méthodes pour réussir à s'adapter en fonction des différences des collaborateurs qu'on a dans une même équipe. D'accord. Alors, 60 secondes, peut-être moins, pour vous répondre. 3 choses. Oui, fort heureusement. On a, merci Véronique, partagé quelques outils, quelques méthodes, des tests de personnalité notamment, sans forcément les citer parce qu'ils sont complémentaires, aident énormément. Hein, on les utilise beaucoup dans nos parcours d'accompagnement, puisqu'une fois que tu as bien compris quels sont les besoins des personnes qui t'entourent et tes besoins, tu réponds beaucoup plus facilement, tu développes des réflexes qui sont beaucoup plus rapides et efficaces. Qu'est-ce qui fait qu'on est fatigué aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'on travaille avec des personnes depuis longtemps, on pense les connaître, mais on ne les connaît pas suffisamment et on ne se connaît pas suffisamment soi-même. Je laisse un peu le suspense, mais oui, bien sûr qu'il y a plein d'outils et de méthodes et c'est aussi adapté à votre organisation, à votre culture. C'est comme ça qu'on prend le soin aussi de bien choisir pour vous faire gagner du temps et de l'énergie. On y croit. Et on constate, d'après nos résultats, que ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, Sonia. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que je ferme du coup ce webinaire? Est-ce que vous avez d'autres questions, ceux qui nous écoutent? Je pense que c'est bon. Moi, il me reste plus qu'à vous remercier. De nous avoir écoutés ce matin. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à prendre contact avec nous, à prendre rendez-vous avec l'offre que je vous ai publiée. C'était vraiment un plaisir de échanger avec vous, Roman, Véronique et Sonia. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. Et n'hésitez pas, du coup, à nous contacter pour toute question sur ce sujet. Voilà, très belle journée à tous. Merci Sonia. Merci à tous et très belle année 2022 à tous. Merci. Avec plein de beaux projets. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Roman, au revoir Sonia, au revoir Sarah, merci. Au revoir Véronique, au revoir tout le monde et belle journée.